Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, pour tous ceux qui sont ivres de livres, l'idéal aurait été de se trouver à Paris ce week-end pour le plus grand salon du livre francophone de l'année, Livre Paris. À défaut, Francosphère vous propose une émission à livre ouvert. Le romancier haïtien Néhémie Pierre Dahomey raconte la vie de Bélie dans Rapatrié, une vie ni belle ni rayonnante à Cité-Soleil. Elle voit mourir 2 de ses enfants, en donne 2 autres à l'adoption, mais Bélie est moins larmoyante que combattante. D'ailleurs, son prénom complet est Belliqueuse. Le romancier, essayiste, ancien ministre, sociologue lyonnais, né algérien, Azouz Begag s'en prend, lui, au raté de l'intégration à la française dans la faute aux autres. Avec ce menu, pas le temps de se lancer dans des recettes compliquées. C'est donc de pâtes à réhydrater sous emballage plastique que va nous vanter l'indienne Amrata dans son goût de l'enfance. Et avec Génération Watt, nous verrons comment la question « C'est quoi être adulte ?» résonne auprès de nos 2 invités, l'un trentenaire, l'autre sexagénaire. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Azouz Begag, bonjour Néhémie Pierre Dahomey. Bonjour Dominique. Alors dans votre cas, Azouz Begag, la francophonie, c'est d'abord vous qui faites rentrer la langue du dehors, le français, dans l'espace familial qui est arabophone. Oui, même pire que ça, algérophone, c'est-à-dire, pour dire la télévision, on dit la télévision. Donc vos parents ne parlaient pas le français ? Non, ils parlaient un sabir. Mon père est mort il y a 10 ans, à l'âge de 90 ans, après avoir passé 70 ans en France. Il est resté non francophone toute sa vie. Et ma maman est morte il y a 2 ans, à l'âge de 95 ans. Elle n'a jamais parlé le français. Est-ce qu'il y a une sorte de symétrie finalement entre les Algériens de cette génération baragouinant au mieux le français, puis leurs homologues pieds noirs baragouinant l'arabe en Algérie ? Non, parce que tous les pieds noirs étaient lettrés, à peu près tous. Ils savaient lire et écrire. C'était une population... mais par rapport à l'arabe. C'était une population urbaine, les pieds noirs. Nos parents étaient des ruraux, des paysans. Oui, ils parlaient le même arabe, exactement le même arabe. Ils se comprenaient très bien. Beaucoup de Haïtiens, c'est Néhémie Pierre Dahomey, beaucoup de Haïtiens choisissent de poursuivre leurs études au Canada, voire aux États-Unis. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, Paris ? Ils sont aussi beaucoup à choisir Paris. Moi, j'étais dans le domaine des lettres. J'ai fait un master de philosophie, donc à Paris 8. Et à partir de cela, il était question de venir à Paris parce que ce master a une coopération avec l'université haïtienne où je faisais mes études de premier cycle. J'ai aussi choisi Paris par référence littéraire. J'ai toujours voulu être édité à Paris parce que tout simplement, mes éditions de cœur s'y trouvent. Et j'ai choisi Paris presque allant de soi. Alors les prénoms ont beaucoup d'importance dans votre roman, à commencer par celui de Bélie, en poursuivant par Bélial, sa fille, que personne ne pense à prénommer. D'ailleurs, elle le fait elle-même, du coup, et ensuite elle va prénommer sa petite sœur Luciole. Mais j'ai buté sur votre prénom en vous appelant Pierre, c'est Néhémie, votre prénom. D'où ça vient Néhémie ? Néhémie, c'est un prénom qui est dans l'Ancien Testament, donc un peu dans la tradition juive, qui veut dire Yahweh protège et console. C'est un nom de la Bible, donc mon père étant pasteur m'a affublé, j'ai envie de dire, de ce prénom-là, que j'aime bien quand j'apprends qui était le personnage, qui était un prophète quand même très beau parleur. Et pas plus. C'est-à-dire ? En mina, langue parlée au Togo, qu'il nous prenne. Donc, j'aimerais bien pouvoir vous prendre, lecteurs, auditeurs et vous autres sur le plateau. Bon, en attendant, si vous vous demandez encore qui nous parle, qui sont les 2 auteurs qui animent cette francosphère, vous allez, je le crains, rester sur votre faim avec le coupé décalé de Corinne Alexia Dabo qui a choisi de faire le portrait de l'événement qui vous réunit. Qui ne connaît pas Livre Paris ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? C'est peut-être parce que ce salon a changé de nom. Avant, il s'appelait le Salon du Livre de Paris, comme le Salon du Livre de chez vous, mais en plus grand, puisque Paris est la ville des écrivains. Sur 4 jours, 3000 auteurs y attendent plus de 150 000 visiteurs. 50 pays y sont invités, avec le Maroc en invité d'honneur. Des milliers de professionnels vont enfourner sur leurs étals des millions de livres, porte de Versailles, là où, le mois dernier, veaux, vaches, cochons étaient les vedettes du parc des expositions. Après le salon de l'agriculture, c'est le grand rendez-vous de la culture. Il paraît que paysans, ça eût payé, mais ça paye plus. Souhaitons donc aux cultivateurs de l'âme de ne pas se retrouver eux aussi sur la paille. À quelques exceptions près, on ne fait pas fortune en écrivant, mais ça peut ouvrir des portes. Ce sont vos écrits sur la banlieue et l'immigration qui vous ont fait remarquer de Dominique de Villepin, au point de vous nommer ministre de l'égalité des chances, Azouz Begag. Mais est-ce que les écrivains font de bons politiciens ? Oui, bien sûr. Parce que je crois que faire de la politique, c'est
l'art de la parole quand même. C'est oser prendre la parole devant le public. Et ça, c'est l'école qui l'apprend. C'est aussi... Et alors justement, la population se plaint que souvent les actes ne suivent pas. C'est sans doute parce qu'il y a de vrais professionnels, ceux de la classe politique figés, héréditaires à toute intrusion des non-professionnels, qui fait que ça n'avance pas, c'est sûr. Aujourd'hui, on le voit très bien. S'il y a de gros problèmes dans la classe politique, c'est que ce pays est figé dans le même espace, avec la même classe politique depuis 40 ans. On voit les mêmes depuis 40 ans. Alors ce ministère, le vôtre, de l'égalité des chances, il a disparu quand vous l'avez quitté. Il a réapparu 9 ans plus tard avec la réunionnaise Erika Barretz pour disparaître de nouveau quand elle est passée à l'outre-mer. Est-ce que ça veut dire que c'est un ministère variable d'ajustement ou qu'on n'y croit pas vraiment au gouvernement ou qu'il n'a pas fait la preuve de son utilité? Ce que vous devez savoir, c'est à peu près dans toutes les entreprises françaises, les grandes, les moyennes et les petites, il y a des départements de promotion de l'égalité des chances. Partout. Et sans doute même à France Télévisions, sans doute. Et donc, cela veut dire que cette philosophie de l'égalité des chances a essaimé. Elle est partout, elle est active, elle est réelle. Et il y a des gens qui se préoccupent dans les services publics, notamment parce qu'ils doivent rendre compte chaque année auprès du CSA ou d'autres interlocuteurs de cette avancée de la diversité dans leur entreprise. Néhémie, Pierre Dahomet, on parlait de richesse, vous cultivez plutôt la richesse intérieure, on va dire. Vous parliez d'études de lettres, il y a aussi des études de philosophie. Rapatrié, est-ce que c'est un roman philosophique ? Tout roman peut avoir, j'ai envie de dire, toute œuvre littéraire d'ailleurs peut avoir des échos philosophiques, tout comme des échos d'autres disciplines de réflexion, mais ce n'est pas du tout un roman à thèse, non. C'est un roman qui est porté par un souffle narratif, par un respect pour ce genre-là et une quête de poésie à travers le narratif, les rebondissements, la psychologie des personnages, etc., dont Belliqueuse Luissin qui est le personnage principal. Alors Belli, elle est philosophe dans le sens populaire du terme, c'est-à-dire que les malheurs personnels jusqu'à un certain point n'entament pas sa force vitale ? Non seulement n'entament pas sa force vitale, mais permettent ces malheurs qu'elle se déplace de lieu en elle-même. Et elle devient philosophe de rue, une sorte de risée de tout le monde, parce que tout simplement, elle parle maintenant avec des élans généalogiques sur ce qui aurait fait sa vie avant elle. Donc, suite, bien entendu, à un certain nombre de choses qui lui est arrivé dans sa vie. Cette acception de... À la fin, elle commence à battre la breloque, évidemment, après tout ce qui lui est arrivé. Manzé philo, ça veut dire mademoiselle philo, mademoiselle philosophie, littéralement ? C'est le clin d'œil, en effet. C'est le clin d'œil, mais aussi un clin d'œil au fait de pouvoir changer de nom quand on change de situation. Ce qui est souvent le cas des personnages dans le roman, non seulement Bélial qui se baptise elle-même, quelque part, qui se fait naître elle-même, qui s'adonne au langage, précisément au nom propre, mais aussi à d'autres personnages comme Fedner qui va devenir Colibri, etc. Et le changement de nom est très présent dans ce roman. Retour aux nourritures terrestres avec Anne Bonneau et son goût de l'enfance, prélevé auprès d'une trentenaire, indienne, prof de français, d'espagnol, Namrata, qui donne dans l'agroalimentaire avec ses pâtes lyophilisées achetées dans le commerce. C'est les nouilles de Maggi que j'adore parce que quand j'étais un enfant, je mangeais ça assez souvent. En plus, c'est très rapide et c'est super délicieux. Et en Inde, les enfants et aussi les grands, ils adorent ça parce que ce sont des choses simples mais délicieuses. Oui, c'est ça. Les nouilles Maggi en Inde, ça s'appelle masala Maggi. C'est masala Maggi, actually. On dit masala Maggi ici. Masala, ce sont des épices, les choses qu'on mélange pour ajouter du goût et ça fait pas trop épicé, mais assez épicé, oui. Pour emmener à l'école, ça a été toujours un goûter très aimé par les enfants. Il faut apporter quelque chose qui est très facile à emporter et ce que les enfants aiment. Il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas. Tout le monde apportait les choses différentes et normalement, si un enfant apportait quelque chose de très délicieux, tout le monde attaquait le goûter, le tiffin qu'on dit de cet enfant. On peut partager parce qu'à l'école, au moins, les enfants sont de même niveau social à peu près, donc c'est pas trop grave, oui.
Même si on ne partage pas volontiers, on l'attaque. Oui, c'est ça la mentalité quand on est enfant, parce qu'on n'a pas trop de manières et on ne va pas être très sophistiqué, mais on mange. Maintenant, quand j'ai pas trop de temps, quand je suis en train d'aller au boulot et tout ça, avant de partir, je le fais rapidement. Et en plus, moi, j'ajoute un peu du ketchup avec ça et ça ajoute beaucoup de goût. Même aujourd'hui, quand je l'emmène pour le petit déjeuner, les autres professeurs veulent manger ça et ils attaquent mon petit déj. Azouz Begag a failli tourner de l'œil. Qu'est-ce qu'on mangeait chez les Begag du côté de Villeurbanne, puis de la Duchère, quand vous étiez petit? Beaucoup de semoule. Hein. Les Italiens, c'est les pâtes, nous, c'est la semoule. La semoule, le couscous. Bien sûr, bien sûr. Et la nourriture, elle doit être épicée pour que vous l'appréciez? Moi, j'adore. Dans ma famille, pas trop, mais moi, je suis très bercé du côté tunisien avec Larissa. Est-ce que vous avez transmis des madeleines ou des macroutes d'enfance à vos filles? Non, mais ma sœur, qui a 62 ans, régulièrement fait les macroutes à sa façon. Ce sont les meilleures macroutes du monde. Et cela, vraiment, quand j'en suis éloigné, me manque terriblement. Comme Namrata, Néhémie, Pierre Dahomet, vous êtes trentenaire, mais est-ce que votre enfance et ses goûts vous paraissent lointaines? Les goûts alimentaires. Les goûts, oui. Écoutez, on sait qu'on vieillit quand on commence à ressembler à son père. Petit, j'aimais la banane plantain, mais douce. Maintenant, j'aime beaucoup la banane plantain, mais très, très sans sucre, quoi, très braque, comme on dit en français haïtien. Donc, les goûts d'enfance, oui, mais je préfère les goûts de vieux maintenant. Alors, on ne parle pas tellement de goût ni de saveur dans votre roman, c'est parce qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Il ne peut pas être question de ça. Oh, c'est parce que tout simplement, c'est tout un art que de parler de cuisine. Ce n'est pas un art que je maîtrise pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas encore tenté cette affaire-là. Bien sûr, en plus, construire un roman ne veut pas dire faire parler les personnages sur tous les aspects de la vie quotidienne. Voilà pourquoi je m'en suis passé de dire qu'ils faisaient leur toilette ou qu'ils mangeaient. Azouz Begag, dans les 3e ou 4e générations d'origine maghrébine, il y a un retour contraint aux religieux à force de s'y voir assigner. C'est ce que vous dites dans votre livre. Mais est-ce qu'il se manifeste aussi pour d'autres formes de culture, y compris culinaire, pourquoi pas? En tous les cas, je dois dire que la France les pousse à l'exil à nouveau, sur ces enfants-là, qui s'appellent Mohamed, Rachid ou Ali. Vous avez vu comment on a attaqué Alain Juppé récemment. Ali Juppé, oui. Ali Juppé, c'est absolument scandaleux, la honte internationale pour la France. Et donc ces jeunes sont contraints à aller chercher de l'espoir et de l'avenir ailleurs, dans les pays arabophones, mais anglophones aussi, et ils vont acquérir là, ailleurs, dans l'exil, de nouvelles identifications. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Néhémie Pierre Dahomet pour son roman Rapatrié au Seuil. C'est le nom du quartier où va échouer son héroïne haïtienne Belly. Après sa tentative avortée de rejoindre les États-Unis en bout de people, elle y laisse un enfant qu'elle jette elle-même par-dessus bord quand survient une tempête. Des années plus tard, elle donne 2 de ses fillettes à l'adoption. Ce ne sont plus mes filles, dit-elle. Maintenant, ce sont des petites blanches. Qu'est-ce qu'être non-blanc dans un pays comme la France? Azouz Begag pose une fois de plus la question dans son livre « La faute aux autres », paru à l'Esprit du Temps, sujet également présent l'année dernière dans l'adresse à Nadine Morano de Gaston Kellman, intitulé « La France, pays de race blanche, vraiment ?» Nadine Morano a été pour moi un prétexte pour soulever une tendance qui est très, 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 très française. C'est une notion qui n'a plus aucun sens aujourd'hui dans l'usage qu'elle en fait. Blanche, juxtaposition, race blanche, judéo-chrétienne. La France qui serait de race blanche et judéo-chrétienne. Et d'ailleurs, on n'a pas retenu peut-être les propos les plus inquiétants, c'est quand elle dit que si la France arrêtait d'être blanche et judéo-chrétienne, elle perdrait son identité. Tout se fonde sur la couleur de la couleur. En France, quand on vous dit qu'il faut quelqu'un à la télé, il faut un noir à la télé, il faut un arrêt Rosenmack par-ci, il faut quelqu'un à l'Assemblée, on ne s'arrête que sur ça. Mais mes grands-pères, mes ancêtres et puis mes dévanciers dans la littérature ont dû se fonder sur cette notion pour la combattre. Frantz Fanon, qui est le maître, la couleur n'existe pas. Peau noire, masque blanc. Dans la réalité, on a progressé, mais justement dans les angoisses existentielles, et surtout quand il y a des moments de crise comme ça, ou alors d'évolution, de l'immersion de toutes ces populations, parfois pas blanches et parfois pas judéo-chrétiennes, qui vont maintenant renforcer l'identité française. Il y en a certains qui pensent que c'est une agression en quelque sorte. Azouz Begag, vous citez également Nadine Morano, sa fameuse phrase dans votre livre. On rappelle vos critiques incendiaires sur Nicolas Sarkozy, sur ce même sujet. Qui a ouvert la boîte de Pandore. Ouais, mais d'ailleurs, comment est-ce que vous avez fait pour siéger 2 ans dans le même gouvernement que lui?
Ah bah, demandez-lui à lui comment il a fait pour siéger 2 ans avec Mais il moi. était numéro 2 de ce gouvernement, lui, Et quand même. alors, on est à égalité dans un gouvernement. C'est la diversité, justement, des représentations des ministres dans un gouvernement qui fait, normalement, la force d'un gouvernement. Non, mais ce type-là avait décidé très tôt d'aller braconner sur les terres identitaires du Front National, exclusives, et ça n'a pas fonctionné. Mais il a braconné avec l'islamophobie. Et je ne pouvais pas, moi, accepter ça. Vous savez, j'ai démissionné. Et dans l'histoire de la République française, il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont démissionné, à part Chevènement et moi. La faute aux autres, c'est le titre de votre livre. C'est une manière de paraphraser le discours. S'ils ne s'intègrent pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ah oui, bien sûr. Dominique, vous voyez ô combien aujourd'hui on peut dire que François Fillon n'est pas encore intégré à la France. On ne peut pas dire qu'il soit réellement français, tant il a bafoué toutes les valeurs de la République, et notamment celles qui ont été mises en place en 1789, qui me tient beaucoup à cœur. Et à tous les Français, je crois, qui est celle de l'abolition des privilèges. Être français, c'est être pour l'abolition des privilèges. Et quand je vois que ces gens-là, qui sont assis dans le fauteuil depuis 40 ans, et ont essayé d'utiliser comme écran de fumée les pauvres des banlieues, les Noirs et les Arabes, pour paraphraser Éric Zemmour, je trouve ça absolument scandaleux. Néhémie Pierre Dahomey, est-ce que vous trouvez qu'il est difficile de s'intégrer en France, difficile de s'intégrer à Paris quand on vient d'Haïti ? Le problème ne se pose pas pour moi comme il aurait pu se poser, par exemple, pour Azouz, ici présent, parce que tout simplement, je suis haïtien avec un passeport haïtien et je ne cherche pas forcément à devenir français, ni sous quelle que soit la conception de la chose. Donc moi, je me conçois très bien comme un étranger dans le sens diplomatique du terme, mais quand je suis à Paris, je n'ai pas du tout l'impression d'être encore étranger, dans le sens, j'ai envie de dire, chimique du terme. Je fais partie de l'orientation culturelle de cette ville et je m'y sens très bien. M'a regardé, voisin qui a parlé nous mal, travail jamais empêché de travail, nous pas suspend faire bon bagaille, je la lèle yo pas jamais comprendre, monsieur là après c'est plaisir fait bac, nous même nous là n'a fait greenback, yo même yo là y a fait blabla, yo parle, yo parle, yo parle, yo parle, yo parle, yo parle, yo la lèle yo cap parler. Voisin qui a parlé nous mal, ça va jamais empêcher mon travail. Nous pas suspend faire bon bagaille. Je la yo pas jamais comprendre. Puis yo là y a vraiment c'est plus fait back. Nous même nous là, n'a fait green back. Yo même yo là, y a fait blabla. Come on. Vous avez reconnu Néhémie Pierre Dahomey qui chantait ? Michel Martelly. Je Oui, n'assume Sweet pas Mickey, du tout ce clin d'œil. Sweet Mickey quitté Yopalais, donc également président Pas du tout de la République de Haïti de 2011 à 2016. Dans quelle activité est-ce que vous le préférez, comme chanteur ou comme président ? Oh, ni l'un ni l'autre, hein. Pas par hagne personnelle. Hein. Je n'ai pas d'évaluation précise personnelle sur son histoire, sa présidence, à part qu'il a beaucoup menti quand même étant au pouvoir. Parce que le rôle du candidat, c'est de mentir, mais le rôle du président, c'est de gouverner. C'est-à-dire, il a confondu le candidat et le président. Ça s'appelle de la propagande odieuse. Mais pour la chanson, bon, il a pu amuser les foules, y compris moi, mais je ne pense pas que... Enfin, je pense que tout cela est très dichotomique et... ne m'inspire rien de positif. Il est question d'un autre président dans Rapatrié. Hein. Il n'est pas nommé, mais on reconnaît évidemment Jean-Bertrand Aristide, le père Aristide, avec ses fameuses chimères que rejoint un de vos personnages, Fedner. Aristide, ça a été à un moment donné de l'incitation au meurtre en Haïti ? Ça a dérivé vers cela, oui. Autre chose peu orthodoxe que je pense très sincèrement, à part le fait que le candidat doit mentir, il y a aussi le fait que... on ne dirige pas un pays avec de la bonne volonté. C'est une illusion de penser que dès qu'on a de la bonne volonté, on dirige un pays. C'est comme penser que dès qu'on a de la pitié, on peut fonder des coopérations internationales avec les pays du Sud. En général, ça plante. Donc Aristide, ça a dévié très très rapidement parce que tout simplement, il n'avait que ces grandes phrases. Et derrière, il n'y a aucune capacité de gouvernance réelle et ça a dévié du coup vers une récupération de la délinquance sociale en délinquance politique. C'est ce qui est un peu quand même décrit, mais de manière oblique, dans Rapatrié, dans ce personnage de Fedner qui est devenu Colibri. J'ai vraiment l'impression que d'entendre parler de la France
Si j'enlève le mot Haïti de tes propos et je mets France à la place, c'est la même chose. Je parle de la France, je parle de manière universelle. Alors, étant primo-romancier haïtien, je ne réchigne pas à répondre aux questions sous l'angle d'Haïti parce que les questions me sont souvent posées sous cet angle-là. Mais les problèmes sociaux ne sont pas forcément très loin de la France, d'Haïti, etc. Quand on lit ce roman, me semble-t-il, on n'a pas à avoir l'impression que ça parle que de Haïti. Ça peut parler du reste du monde. Justement, Azouz Begag, il faut déprofessionnaliser la politique, disiez-vous tout à l'heure, mais quand on voit les résultats de la déprofessionnalisation, quand c'est un prêtre qui prend le pouvoir, quand c'est un chanteur qui prend le pouvoir, quand c'est un homme d'affaires comme Donald Trump qui prend le pouvoir aux États-Unis, est-ce que les résultats sont forcément bien meilleurs ? Est-ce qu'on peut espérer qu'on a d'autres voies que celles catastrophiques, Dominique, que vous évoquez ? Mais pardon, Dominique, ce n'est pas de la déprofessionnalisation, le fait que ce soit quelqu'un hors circuit qui tout de suite s'improvise politicien. Oui, la déprofessionnalisation ne veut pas dire s'improviser politicien. Ça veut dire tout simplement ne pas confondre ce qui relève d'une tâche précise à ce qui relève d'une fonction et à ce qui relève d'une personnalité. C'est-à-dire, c'est ne pas confondre les alors genres. c'est un vaste débat, parce qu'on dit aussi que quelqu'un est professionnel quand il a acquis une certaine expérience dans un domaine. Mais pas dans la politique. Non, parce que ça doit rester... La politique, c'est pas un domaine de compétence, c'est un domaine d'échange, de conflit, c'est un domaine d'engagement. C'est pas un domaine de compétence. C'est-à-dire, c'est pas comme si vous savez conduire un taxi et quelqu'un d'autre doit vous dire comment ça marche les taxis. C'est ça le problème. Alors pro ou pas pro, autre question posée dans Génération Watt cette fois, c'est quoi être adulte ? Sandrine Weber a sélectionné des réponses de Mayotte et de Martinique. Pour toi, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout. Alors, pour moi, c'est ne plus habiter chez ses parents et ne plus dépendre financièrement de ses parents. Sur un plan personnel, déjà, c'est être mûr et responsable. Et ça, c'est pas une question forcément d'âge. Après, on peut tout à fait être adulte et vouloir habiter chez ses parents. Pour moi, ça me cause pas de problème. Alors, pour moi, être adulte aujourd'hui, c'est surtout ne plus dépendre financièrement de ses parents et aussi ne plus habiter chez ses parents. Malheureusement, avoir des enfants de nos jours, même un enfant peut en avoir. Une personne qui n'est pas vraiment mûre dans sa tête. Donc pour moi, être adulte, c'est ne plus habiter chez ses parents, avoir son premier CDI. Avoir un CDI. Rien de tout ça ne définit réellement un adulte parce que voilà, un adulte pour moi, c'est faire ses propres choix. Génération Watt concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Vous êtes encore éligible, Néhémie Pierre Dahomet. Qu'est-ce que vous répondez à la question ? Pour moi, être adulte, c'est choisir de ne pas se peigner la tête et de ne pas se laver tous les soirs. C'est comme ça que j'ai vécu la chose dès que j'ai laissé chez mes parents. Quand est-ce que vous êtes senti adulte alors, Azouz Begag ? Parce que moi, je trouve que l'adulte, c'est celui qui a compris qu'un jour, il va mourir. Il ne sera plus là. Et donc, quand on a mis ça dans son cerveau, toute la suite des événements est complètement... Ça s'appelle être philosophe, ça, monsieur. Ouais, complètement bouleversé. Et Azouz Begag, quand on est père et qu'on a des filles, même trentenaires aujourd'hui, est-ce qu'on les trouve adultes ou est-ce qu'elles ne sont jamais adultes pour un père ? Non, elles sont adultes, mes filles, oui, parce que, hélas, pour elles et pour la stabilité familiale, j'ai divorcé très tôt de leur mère et elles ont grandi à côté de leur père. Donc, elles ont été obligées de pallier l'absence de leur père par une intelligence personnelle. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot porte sur l'usage du français dans les programmes politiques de l'élection présidentielle. Le plus militant, c'est sans doute François Asselineau. Il y a toujours un drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie sur ses estrades, l'OIF, dont Jacques Cheminade veut augmenter la participation financière de la France. Nicolas Dupont-Aignan, le plus prolixe en idées, propose par exemple une plateforme Internet pour le tourisme dans les pays francophones. Sans surprise, Nathalie Arthaud estime que la francophonie recouvre presque exactement les territoires pillés et ravagés par l'impérialisme colonial français. Et Philippe Poutou n'y fait allusion que pour évoquer ces îles qu'on dit françaises. Jean Lassalle y voit surtout un cousinage culturel entre l'Afrique et la France qu'il souhaite allier dans un dessein enfin apaisé. Sur les 144 propositions de Marine Le Pen, une seule pour la francophonie, abroger la loi qui permet de restreindre l'enseignement en français dans les universités. Emmanuel Macron veut faire de la maîtrise de la langue française le principal critère de l'obtention de la nationalité française. François Fillon aimerait un audiovisuel extérieur au service de l'influence de la France. Une influence que Benoît Hamon, qui veut créer des visas francophones, a curieusement baptisé Soft Power. Ah, très vite, Azouz Begag qui rit au soft power. La francophonie, c'est un espace politique ? Non, c'est un magnifique espace d'une langue. Moi, je dis que quand on parle la langue française, on habite un pays qui s'appelle la France et qui fait 250 millions d'habitants. Mais j'aime beaucoup aussi... Élargi à la francophonie, donc.
La quoi? Élargie à la francophonie pour faire ces Oui, 250 millions. bien sûr. J'adore rencontrer tous nos amis francophones et me sentir du même pays, d'une même famille, avec quelle puissance aussi pour l'influence française dans le monde. Où en est la francophonie aujourd'hui en Haïti, Néhémie Pierre Dahomey? Laissez-moi un peu de temps pour répondre à la question de la francophonie. Je n'ai pas encore d'avis sur la question. Le président, alors, puisqu'on parlait d'élection présidentielle, il a changé en Haïti. C'est Jovenel Moïse. Il a 48 ans. Il a succédé à Michel Martelly. Il est du même parti. Est-ce qu'il vous inspire plus confiance? Il a été élu, lui. Donc cela m'inspire confiance comme situation. Le cas de Martelly n'était pas aussi orthodoxe. C'est un agro-industriel, gros producteur de bananes. Il a donc une expérience de terrain, on peut dire. Ça fait plus de 4 ans que je vis en France. J'ai plus d'avis sur Jean-Luc Mélenchon que sur ce qui se passe en Haïti. L'élection présidentielle, ça vous intéresse, française? Beaucoup. Je suis un Ne me lancez pas sur ce terrain. Ah non, on n'a pas le temps d'ailleurs. L'heure de votre émission. On n'a pas le temps. Bon, eh bien donc on a juste le temps de recommander chaudement vos livres. Néhémie Pierre Dahomey, Rapatrié, c'est aux éditions du Seuil. Azouz Begag, La faute au temps, à l'esprit du temps. La faute aux autres, évidemment, à l'esprit du temps. Et on remercie Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Nicolas Palcossian.